En 5 ans ou 10 ans, où vous voyez-vous? Mon principal objectif est de pouvoir positionner la Guinée par rapport à cette course de la technologie. Et sur quel projet vous avez fait votre gros coup? Et c'était en quelle année? Dans les temps, c'était quelque chose de... C'est 412 millions, je crois. Bon, non, 400, oui, 400, quelque chose comme ça. Avec combien vous avez démarré votre projet entrepreneurial? Ce que les gens doivent savoir, c'est que, en fait, on peut construire une entreprise de 0 francs, mais on ne peut pas la construire à partir de 0. Au moment où l'intelligence artificielle est en train de changer tout dans notre société, bienvenue dans ce nouveau numéro où je vous envoie dans l'univers du digital. Aujourd'hui, nous sommes avec un jeune qui n'est plus méconnu dans la société guinéenne, qui est en train de changer les choses à sa manière. Alors, vous allez découvrir son histoire, son parcours à travers cette émission, comme on aime le dire. Inspire-moi est une émission qui va à la rencontre des jeunes, qui inspirent à travers leur parcours, à travers leurs multiples actions. Aujourd'hui, ces jeunes, vous allez découvrir son parcours. Donc déjà, moi je vous suis sur les réseaux sociaux. Ce matin, j'ai feuilleté un peu votre compte LinkedIn où vous aviez pris des 3,3K d'abonnés quand je sortais. Et aussi sur Facebook où vous aviez pris des 11 000 abonnés. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'avoir ce monde? J'ai pas de recul dessus, forcément. Moi, quand je partage sur ma page, je ne fais pas trop attention au nombre d'abonnés et tout. Je n'ai pas vraiment de recul dessus. Ok. Déjà, on sait que vous êtes reconnu avec ces chiffres déjà. Mais pour les gens qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous vous présenter? Oui, alors moi, c'est Bangoura Fodé Momo. Je suis entrepreneur dans le secteur du digital. Donc, ça fait maintenant 8 ans que j'exerce ce métier. Je suis manager de Nimba Solutions, une agence de transformation digitale qui aide les organisations à mieux faire ce qu'ils font à travers le digital. Et aussi, je suis cofondateur de Nimba Hub, ce centre de formation qui a pour but, qui a pour mission de pouvoir former les jeunes Africains dans les métiers du numérique. Et déjà, il y a quelque chose qui m'a titillé. Pourquoi général? Pourquoi général? Beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses en même temps. Déjà, j'ai un oncle pour lequel j'ai beaucoup d'admiration qui m'appelait comme ça. Mais surtout parce que je suis quelqu'un qui peut être très militaire dans sa façon de fonctionner. Donc, à la faveur de pas mal d'autres aspects aussi, on m'a donné ce surnom-là. Donc, mon oncle et certains amis. Okay. Quand est-ce que vous avez eu le déclic pour l'entrepreneuriat? Alors, je pense que j'étais étudiant. Je devais faire la première année. En ce moment, je venais de commencer à accéder à Internet. Donc, j'allais suivre des MOOC. C'était en quelle année déjà? Ça, c'était en 2013. J'allais suivre des MOOC. Les MOOC, c'est des formations en ligne sur des plateformes. Et au fur et à mesure, je voyais des figures qui faisaient de l'entrepreneuriat dans le numérique. Et ça me parlait beaucoup. Ça me parlait beaucoup parce que personnellement, j'aime l'initiative, j'aime le fait de créer. J'aime le fait disons, de sortir de la norme pour créer quelque chose de mieux. Donc, du coup, ça m'a tout de suite parlé. Donc, je me suis mis dans cette logique-là. Ok. Déjà, vous aviez fait quoi? C'est quoi votre parcours scolaire? Qu'est-ce que vous aviez fait à l'université? Est-ce que ces formations dont vous avez réussi à l'université riment avec votre domaine actuel? Oui, j'ai fait... D'ailleurs, c'est une question que j'apprécie particulièrement. Moi, j'ai fait analyse et politique économique à l'université. Maintenant, cette question va me permettre peut-être de mieux répondre à la précédente. Moi, quand je me projetais plus jeune, je pensais à qu'est-ce que je pouvais faire qui puisse avoir un impact sur la société dans laquelle je vis. Parce que moi, à l'instar de vous et de plusieurs jeunes, on est né dans un pays qui fait partie des derniers du monde.
en termes de développement. Donc, tout mon processus de réflexion était qu'est-ce que je pouvais choisir pour avoir un grand impact ou un impact significatif dans la nouvelle dynamique ou dans le changement du pays. C'est pour ça que j'ai choisi économie en réalité. Donc, je me suis dit, ah, ok, les économistes, eux... Est-ce que c'était pas juste pour faire beaucoup d'argent, peut-être? Non, 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 non. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que l'argent, c'est vraiment pas... bon, c'est pas ce qui me fait lever le matin, quoi. Ça vient, c'est une conséquence tranquille, mais c'est vraiment pas... Moi, mon entrepreneuriat, c'est vraiment pas pour me faire du cash. C'est pas ça la finalité. Donc, à la faveur de ça, j'ai choisi économie. Donc, à la lumière des informations que j'avais à ce moment. Et parce que économie, une petite loi, une politique pouvait changer la vie d'un million de personnes. Après, j'ai découvert la technologie, le digital. J'ai compris, ah, attention, dans les années à venir, c'est ça qui va avoir le plus d'impact sur la vie des gens. Donc, je suis aussi parti vers ça et tous les autres aspects que j'ai expliqués précédemment. Oui, ce que j'ai appris là-bas me permet, je réutilise ça aujourd'hui au quotidien parce que quand on vit dans un environnement économique, dans un pays, il faut savoir interpréter les différentes variables qui nous entourent. Une entreprise, elle n'évolue pas en silo, elle n'est pas en autarcie. Elle est intégrée dans un environnement. Et cet environnement joue ou affecte son activité. Donc ça, c'est quelque chose que je comprends ou que mes études m'ont permis de comprendre. L'autre chose, c'est que j'ai fait des cours pratiques comme la comptabilité dans mon cursus, que je réutilise pour faire la comptabilité de mon entreprise ou au moins interagir avec les comptables qui sont dans mon entreprise. Donc, c'est un package de connaissances avec des statistiques, des probabilités. Et l'une des choses aujourd'hui qui est très liée à justement toute cette question d'IA et de données, c'est nos cours d'économétrie qu'on faisait. On apprenait à modéliser des phénomènes et ensuite on faisait ce qu'on appelait des observations empiriques et tout ça. Donc ça, c'est des choses qui sont assez réutilisées aujourd'hui dans les sciences de données. Et pour aller plus loin, ces études m'ont permis par exemple de pouvoir faire ou de mettre en place des business plans stochastiques qui partent vraiment de tous les éléments dont j'ai précité. Donc l'université, moi, ça m'a servi. Les connaissances que j'y ai apprises m'ont servi à plus d'un titre, quoi. Même si, a priori, on peut penser que c'est complètement opposé à ce que je fais actuellement. Maintenant, voilà ce qui vient d'être bien dit. Si nous prenons déjà cette opposition, est-ce que le général a eu à apprendre d'autres choses pour être dans ces domaines aujourd'hui, comme un NARS en Guinée? Ok. Déjà, vous savez, l'université, c'est le programme que l'État a fait pour vous. Donc, des gens se sont assis, ils ont fait un programme pour vous et tous les autres. Donc, vous aussi, en tant que personne, vous devez faire votre propre programme personnel d'apprentissage qui va au-delà de ce que l'école vous a appris. L'école, c'est bien, mais ça ne fera jamais tout. Parce que ça, c'est l'erreur que les jeunes commettent. Moi, dès la première année, j'ai commencé avec mon propre programme. Comme je t'ai dit, je suivais des MOOC et tout ce qui va avec. Et j'apprenais en fait des choses pratiques qui me permettaient déjà de gagner de l'argent parce que j'avais besoin de ça pour en partie financer aussi mes études. Donc, j'ai appris à faire des sites, j'ai appris à faire quelques petits trucs, du design graphique. Je touchais à pas mal de petits trucs comme ça qui me permettaient déjà de faire de l'argent quand j'étais à l'université. Donc après, quand j'ai fini, un peu même avant que je finisse, j'ai créé une entreprise sur la base de ces compétences-là. Donc, c'est une chance pour nous qui vivons cette époque d'avoir accès à autant de ressources, ne serait-ce qu'à travers YouTube. Et on en fait quoi de tout ça? C'est ça la question. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pu utiliser ces ressources disponibles pour pouvoir générer du revenu et créer une entreprise. Maintenant, pour un jeune, par exemple, qui aimerait aussi appréhender votre domaine, quelles sont les compétences dont vous... Lequel des domaines? L'entrepreneuriat, le digital. Oui. Bon, le digital, c'est quand même vague. C'est quand même vague. Il y a plusieurs métiers intégrés les uns aux autres. Bon, on peut prendre le groupe de métiers des programmeurs. Dedans, il y a programmeur front-end, back-end, mobile.
Et tout ça, on peut prendre le métier des designers, on peut avoir un designer d'expérience, on peut avoir un designer d'interface et tout. On peut avoir aussi un groupe de métiers liés au marketing, à savoir le marketing digital, communication digitale. On peut avoir des groupes de métiers liés à la cybersécurité, à tout ce qui va avec. Donc, sans parler des autres maintenant, liés à l'IA et tout ce qui... Donc, c'est des groupes de métiers. Et ce qu'il faut faire, moi, je pense que ce qu'il faut faire souvent, c'est que il faut prendre des choses, en fait, qui s'intègrent avec ce qu'on est déjà ou ce qu'on a déjà fait. Quelqu'un qui n'a pas fait les sciences mathématiques au lycée, ça va être chaud pour toi d'aller d'être data scientist, par exemple. Parce que il te faut beaucoup plus d'efforts pour reconstruire les fondamentaux d'un bon data scientist, à savoir une bonne compréhension des mathématiques et tout ce qui va avec, pour ensuite réintégrer. Peut-être que si tu as fait les sciences sociales, normalement, ton outil à mieux comprendre la société, à mieux comprendre l'humain. Donc, si tu es outillé à ça, des disciplines comme le marketing, la communication digitale, tout ça, ça te va mieux parce que tu as déjà des fondamentaux qui te permettent de produire pour l'humain. Parce que un marketeur, c'est un bon psychologue. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'appuie sur les sciences sociales ou tout ce qui permet d'interpréter le comportement de l'humain. Donc, ok, dans tous ces domaines, lequel est votre spécialité aujourd'hui? C'est chaud parce que je suis vraiment pluridisciplinaire par rapport à tout ça. En fait, il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre, c'est que, vous savez, notre façon de penser à l'occidental fait qu'on divise les sciences en des catégories et on pousse à la spécialisation. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je pense que toutes les sciences sont intégrées les unes des autres. Par exemple, moi, ma spécialité, c'est l'humain. Tu vois, en fait, comment comprendre l'humain, c'est ma spécialité. Vu que c'est ma spécialité, ça, j'apprends en fait les sciences fondamentales qui me permettent de comprendre l'humain. Les neurosciences, la psychologie, la sociologie, des choses comme ça qui sont des sciences fondamentales dans ce sens-là. Les connaissances que j'ai, les principes que je comprends de ces sciences-là me permettent de faire du marketing, me permettent de faire du UX design et tout ce qui va avec. Par exemple, je fais un métier qui s'appelle UX design où les gens voient le fait de designer avec du Figma, qui est juste un outil. Mais les fondations par lesquelles... La dernière fois, j'avais entendu l'un des participants au micro-trottoir que je faisais qui avait parlé de Figma, mais je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Ça voulait dire. Figma, c'est un logiciel ou une application web qui te permet de matérialiser, de designer les interfaces avant que les codeurs ne codent ça. Tu vois, donc, ça, c'est des outils. Les outils, c'est facile à apprendre. C'est à la portée de tout le monde. Mais les fondamentaux, c'est-à-dire la science qui est derrière la profession, c'est ce qu'il faut apprendre en réalité. Donc, je peux être marketeur, okay, je peux être UX designer et tout ce qui est lié en fait et entrepreneur en partie, parce qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui comprend l'humain. Ça me permet de mieux comprendre mes clients, mes employés, mes investisseurs. Tu vois, donc tout ça, moi ma spécialité c'est vraiment l'humain. Vraiment l'humain. Je n'ai aucun mal à apprendre les informations de surface et les outils qui peuvent être utilisés pour exercer un métier spécifique. Maintenant, l'expérience a fait que bon, quand on commence à partir de moyens limités, on est obligé d'occuper plusieurs fonctions de sa propre entreprise en attendant qu'on ait les moyens. Donc du coup, on a la chance d'apprendre tout ça parce qu'on n'a pas le choix. Donc, par exemple, nous, on faisait des services de marketing digital. Donc, j'apprends, je connais très bien ça. De par le fait que je suis obligé de produire pour les clients et pour être payé, je fais des sites web par la même occasion, je fais du UX design par la même occasion. Donc, c'est un peu tout ça, quoi. Ok. En même temps, toujours dans l'optique de la casquette entrepreneuriale aujourd'hui, venez-vous des milieux favorisés ou vous avez tout construit par vous-même? Alors, on ne crée pas quelque chose à partir de rien. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Vous savez, souvent, on aime, si vous voulez, valoriser ceux qui viennent de milieux modestes par rapport à ceux qui viennent
de milieu aisé, mais bon, je trouve que c'est un faux jugement, je vais expliquer tout à l'heure. Ok. Moi, je viens d'une famille que je peux qualifier de modeste, dans la mesure où, déjà, mes parents n'étaient pas entrepreneurs. Mes parents c'est des fonctionnaires, quoi. Ils sont de la classe moyenne, c'est des fonctionnaires. Comme tout le monde, ils ont réussi à payer nos études et ça se limite là, en fait. Donc, quand tu veux être entrepreneur alors que tu n'as pas pu avoir des parents entrepreneurs, il y a une conséquence quand même à ça parce que les principales leçons, les leçons primaires dont un entrepreneur a besoin, tu ne les as pas. Tu n'as pas d'éducation financière, par exemple. Quelqu'un qui n'est pas riche ne sait pas, il peut pas transmettre en fait. L'avantage par contre de celui qui vient de parents plus riches, c'est qu'il peut avoir la chance d'avoir une éducation financière. Tu n'as pas aussi une éducation émotionnelle poussée. Tu vois, celui qui vient d'une famille, d'un père entrepreneur, vu que le monsieur a vécu tout ça là pour pouvoir engranger autant de revenus, il lui inculque ça dès la base, quoi. Tu vois. Donc ça fait que je viens d'un milieu modeste, il y a les inconvénients de ça, à savoir ceux que j'ai cités principalement, parce que le cas, c'est pas forcément ça tu vois, c'est que tu n'as pas... En quelque sorte, le mindset. Le mindset, en fait, l'éducation de base pour bien performer dans ça te manque. Donc, tu reconstruis from scratch. Mais l'autre avantage de ça aussi, c'est qu'en fait, tu développes un caractère plus fort. Parce que tu as plus de douleur au quotidien. C'est en quelque sorte la résilience. Tu développes une résilience. Parce que la résilience, c'est quoi? Bon, je vais un peu au-delà de la résilience, le caractère, en fait. Tu as un caractère plus fort. Tu vois, c'est comme si tu as beaucoup plus de blessures. Il y a beaucoup plus. Tu es allé en eau trouble, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, sur les générations, on remarque que le père fondateur d'une dynastie riche, tu peux pas avoir son équivalent dans les autres dynasties. Parce que les autres n'ont pas eu la chance, quelquefois, de vivre certaines épreuves que lui, il a vécu. Il a pu. Maintenant, tout cela, il faut quand même le prendre relativement parlant. Parce que de la même façon que quelqu'un commence de façon modeste, quelqu'un qui commence sur un plancher de $1 million, qui arrive à faire de cela $1 milliard, il a, tu vois. Il y a un gros écart quand même. Par contre, s'il ne réussit pas à dépasser le stade que le père a créé conséquemment, c'est que, voilà quoi. On pourrait dire des siècles. Maintenant, pour vous, si vous deviez faire un choix, peut-être pas dans votre création, votre désir, ça serait devenir d'une famille modeste ou riche? Oh, j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé à ça. Mais je pense que moi, bon, vu que j'ai connu le fait de venir d'une famille modeste, moi, ça me va mieux. Ça me va mieux parce que c'est plus facile. C'est pas que c'est plus facile, mais aujourd'hui, la personne que je suis, parce que c'est un processus que tu traverses. Si je prends le moment où j'ai commencé l'entrepreneuriat et maintenant, je ne suis plus la même personne. Mais ce qui a fait que je ne suis plus la même personne, principalement, c'est par les étapes que j'ai pu traverser, les difficultés que j'ai pu traverser. Si on m'enlève certaines de ces difficultés, je ne serais pas cette personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Bon, je ne vais pas aller dans le kata, mais mentalement, c'est chaud, moi, de me troubler, hein. Tu vois, mentalement, c'est très chaud, en fait. Je suis à un stade de ma vie où, voilà, déjà rien ne me fait peur, de base. Tu vois, même si ma sextape sort demain. Hein? Bon, un reggaeman alors. Non, en fait, le détachement, parce qu'en fait, je t'explique le process. Okay. Tu as une douleur émotionnelle telle que tu t'amputes quelquefois. Tu comprends? C'est-à-dire, même si ma sextape sort, je m'en fous. Tu vois, en fait, ça me va. Ça va, quoi. Tu vois, si je perds tout, je deviens pro. Tu vois, par exemple, je n'ai pas peur du regard extérieur. Avant, ce n'était pas le cas. Mais ça, c'est par le processus que tu traverses. Parce qu'encore une fois, ça, je vais expliquer quelque chose que certains peut-être n'arrivent pas à appréhender. Le fait de venir d'un milieu modeste, ce n'est pas que toi. C'est que tous tes proches viennent de ce milieu modeste-là. Tu comprends? Donc, ton interaction avec eux, vu que tu veux sortir de ce changement, devient une interaction parfois très négative. Parce que l'humain n'aime pas ceux qui sortent du troupeau. Tu comprends? Quand tu essaies de sortir du troupeau, tu communiques involontairement à ces gens qu'ils sont nuls.
Tu vois. Et vu que personne n'aime être dernier de la classe, ça développe des comportements agressifs de vis-à-vis de toi. Donc, de la médisance, souvent tes amis parmi lesquels tu étais deviennent tes principaux haters en fait. Ils te médisent parce que la souffrance qu'ils ont, ils essayent en fait de diminuer ta valeur par la médisance, de tordre la réalité pour que ça soit conforme à l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes afin d'éviter cette souffrance-là, tu vois. Donc, la médisance, du découragement, quand tu expliques tes rêves à tes parents même et tout, ils peuvent te dire, bah, qu'est-ce que tu fous et tout ce qu'ils veulent. En fait, chez eux, c'est même pas une mauvaise intention, mais c'est trop risqué. Tu mets dans quoi? Ok. Tu vois? Et je bondis déjà sur une autre question aussi. Sachant que vous avez dit les parents ont été salariés, des fonctionnaires au fait. Et vous aviez fait en même temps de l'économie à l'université. Probablement pour les parents, c'était de suivre le même process. Alors, comment les parents ont pris votre choix de carrière? Bon, mon père qui me comprenait un peu plus, lui, il est quand même décédé un peu plus tôt. Ah, mes condoléances. Donc, en fait, lui, par contre, à la fin de sa vie, il s'est rendu compte qu'attention, il faut que je fasse mon cabinet, je fasse mon business. Donc, il a commencé à faire son business, mais après, il est tombé malade, il est décédé. À ma mère, par contre, on était très opposés par rapport à ça. Okay. On était très opposés parce qu'elle, elle comprenait pas que, logiquement, en fait, il y a une programmation qui est faite. Bon, on investit en toi, tu fais l'école, tu finis, tu suis ce que tu as fait. C'est la logique. Tu as fait économie, tu vas travailler quelque part où c'est lié à ça. Tu fais des masters. Bon, c'est le chemin tracé. Donc, quand toi, tu veux couper ça, c'est chaud quand même. Donc, du coup, les parents sont pas du tout d'accord. Donc, ça fait que vous devenez distants. Tu vois, si tu es comme moi ou tu es têtu et que l'amour que tu as pour tes parents ne t'empêche pas de faire les choix de ta vie, bah, tu continues et jusqu'à ce que la relation se rétablisse dans les meilleurs termes parce que c'est ton parent quand même. Rien ne va vous séparer en soi. Tu vois, donc ça n'a pas été facile, hein. Pas du tout. Et finalement, elle a pu accepter? Oui, je crois qu'elle a accepté. Mais en fait, je demande plus. Tu vois, je ne suis plus dans la logique de convaincre ou de faire accepter mes choix. Limite, je me justifie plus. Ça, c'est à l'endroit de, tu vois, quand je fais le choix, j'essaie d'être informé, je peux demander des informations, mais je suis pas dans la logique de te convaincre, en fait. Je veux convaincre personne sur ce que je fais. Tu vois, d'ailleurs, le processus de transformation que moi j'ai suivi, j'ai une mission de vie qui est là. Tout ce que je cherche, c'est de mourir sur le chemin de cette mission-là. Tu vois, même si je l'atteins pas, tant que je suis sur ce chemin, bah, ça me va. Au fait que ça soit comme un militaire qui meurt Ouais, au front avec... moi, c'est pour ça que je te dis là, j'ai pas peur de mourir là où je suis là. Peut-être que je peux être anxieux. Ah, ok, j'ai pas poussé la chose jusqu'à un certain niveau. Tu vois, mais à partir du moment où je suis honnête avec moi-même, je suis sur la direction de ma mission de vie, moi, je m'en fous de ce qui peut arriver. Tu vois? Ok. Et en même temps aussi, avoir ces locales et tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, nous savons que l'entreprise aujourd'hui du général, parce que j'aime aussi ces qualificatifs, ça demande un coût. Si on vous demandait aujourd'hui avec combien vous avez démarré votre projet entrepreneurial? Alors, ça va choquer, mais je vais reprendre la genèse. Comment j'ai commencé mon projet entrepreneurial? En 2015, j'avais un prof qui était le ministre de l'Agriculture récemment, Mahmoud Nanya Lembari. Ah bon? Oui. Il a été votre prof? Il a été mon prof, c'était mon premier mentor en plus. Donc, ce monsieur, dont je suis très reconnaissant, m'a apporté mon premier projet. Parce que je savais faire des sites et tout. Vu que j'étais en économie, ça l'a fait bizarre, quoi. Donc, je l'ai montré, je sais faire des sites et tout. Donc, il nous a cherché un projet. Il travaille à l'APIP en ce moment. C'était un projet comment on l'appelle, de Silla. De monsieur Silla. Bill Gates? Non, Silla, le mania autant de compter, là. Ok. Futurelec. C'était le site de Futurelec. Ok. Donc, j'avais fait le site de Futurelec. Je pense que j'avais eu 2 millions. En ce temps, c'était en 2015, 2020. Donc, c'est avec ça, en partie, que j'ai commencé ma trajectoire entrepreneuriale. Donc, de là-bas, en 2017, j'ai créé officiellement l'entreprise, mais c'est vraiment parti de là financièrement. Tu vois? Donc, ensuite, ça s'est enchaîné parce que ce
ce que les gens doivent savoir, c'est que, en fait, on peut construire une entreprise de 0 francs, mais on ne peut pas la construire à partir de zéro. C'est différent. En fait, zéro, c'est rien. On peut construire une entreprise à partir d'une valeur qui n'est pas l'argent. Moi, j'avais une compétence qui était que je savais faire des sites, ne serait-ce que ça. Ce n'est pas zéro. Je suis parti de cette compétence-là pour la monnaie en argent. Tu vois, donc quand tu es dans le service, tu peux partir de 0 francs. C'est comme quand tu es employé. Tu viens, tu vends ta compétence, on te paye. Tu pars de zéro quand tu viens. Bon, pardon, tu pars de 0 francs. Mais pas de zéro parce que tu as eu à acquérir une quantité de connaissances X. Tu vois, donc, ça, c'est... Parce qu'il y a eu ce débat quand même sur les réseaux sociaux où les gens ont dit on peut aller de rien pour se hisser au chemin. On parle pas de rien, mais on peut aller de 0 francs. On peut pas aller de rien parce que le capital le plus important, c'est le capital intellectuel. Il faut que vous sachiez faire déjà les choses correctement, que vous sachiez au minimum faire une petite étude de marché, même si c'est par l'observation, savoir qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui ne marche pas. Il faut que vous sachiez négocier. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, par l'auto-formation ou par la formation académique, mais vous partez sur une roche de compétences, sur une valeur, pour ensuite la monnayer en argent. C'est là où est la subtilité par rapport à ça. Okay. Alors, pour vous, est-ce que le digital, ça donne de l'argent aujourd'hui? Ah, de ouf, hein. De ouf, parce que le digital, déjà, c'est un secteur où il y a plus de besoins, où il y a plus de demandes que d'offres. Tu vois, c'est un secteur, il y a plus de demandes que d'offres. Donc, le gap entre les deux, là, est à combler. Et ce gap, il est financier. Ok. Tu vois? Et du tic au tac. Est-ce que, faut dire, permettez qu'on se tutoie, est-ce que l'argent était tabou pour vous alors? Non, l'argent n'est pas forcément un tabou. Et si l'argent n'est pas un tabou pour vous? Déjà, un seul projet, par exemple, digital, ça peut compter combien ici? Parce que vous aviez dit il y a de l'argent. Ça dépend. Sur un site web institutionnel, parfois, ça peut aller jusqu'à 200 millions. Pour, en Guinée? Oui, moi, je fais des sites. Il y a des sites institutionnels ici que nous, on a fait à 400 millions. Maintenant, encore une fois, tout dépend de l'ampleur du projet et de l'exigence du client. Tu vois? Donc, pour des applicatifs web, ça peut prendre des milliards parfois. 1 milliard, 2 milliards, ça dépend. Quelquefois aussi moins, hein, 50 millions, 100 millions. Ça dépend encore une fois de la complexité de l'application et surtout du niveau d'exigence du client. Okay. Et du niveau de compétence aussi de la boîte. Et sur quel projet vous avez fait votre gros coup? Et c'était en quelle année? Notre premier gros coup, c'était sur... bon, ça, c'était vraiment au début, quoi. C'était le projet de la BCRG, où c'était notre plus gros contrat sur un projet. Ça, c'était en 2018, je crois. Donc, ça nous a permis de passer un petit cap, quoi, de ne pas mourir. Donc, à ce temps, vous étiez à l'agonie? Oui, en fait, tu es à l'agonie parce que tu as des tensions financières énormes, déjà, et que c'est plus ton mindset qui te permet de tenir, surtout si tu as d'autres options. Maintenant, ce projet nous a permis juste de réinvestir dans de nouveaux locaux, d'être plus grand, de faire les choses mieux. Et ça vous avait rapporté combien? Donc, dans les temps, c'était quelque chose de... C'est 412 millions, je crois. Bon, non, 400, quelque chose comme ça. Mais ça fait... C'était pas assez, c'est pas beaucoup d'argent, 412 millions. Mais à ce moment, où, à l'étape de développement de l'entreprise, c'était quand même très intéressant parce que ça permet de ne pas mourir, quoi. Okay. Ouais. Maintenant, en même temps, est-ce qu'il y a des difficultés que vous avez rencontrées sur votre quête de réussite? Oui, il y a des difficultés. Mais toutes ces difficultés... Est-ce que vous pourriez nous en partager un peu? Elles sont de deux ordres, en fait. Il y a les difficultés internes à soi-même et les difficultés liées à l'environnement extérieur. Les difficultés internes, c'est que, en fait, ce qui rend l'entrepreneuriat difficile, c'est que chacune de vos faiblesses, vous prenez les conséquences de ça en pleine gueule. C'est-à-dire, vous avez un skill in the game très élevé. Chacune de vous, si vous ne savez pas bien faire votre travail, vous allez prendre les conséquences de ça. Si vous n'êtes pas intelligent émotionnellement, vous allez subir les conséquences de ça. Si vous n'avez pas une bonne éducation financière, vous allez subir les conséquences de ça.
tout ce que vous ne savez pas, toutes les faiblesses que vous avez, vous allez subir les conséquences. C'est très hardcore, en fait. Ok. En même temps, est-ce que vous pourriez illustrer avec votre expérience? Illustrer, bon, je donne un exemple. Tu as de nouvelles personnes que tu rencontres rapidement. Il y a cette alchimie qu'il y a en tout. Et vu que tu es quelqu'un qui veut toujours faire plus pour les autres, tu les donnes. En fait, tu donnes tes engagements sur quelque chose qui ne t'arrange pas, qui n'est pas bon pour toi. Tu vois, ou que tu ne peux pas exécuter même. Tu vois, ou qui te prendra X temps à exécuter. Donc, ça fait des frustrations, des fois. Ça fait beaucoup de frustrations et d'incompris. Alors que le remède des simples dit non. Tu vois? Et comment vous avez su gérer cette situation d'apprendre à dire non? Je me suis fait violence. C'est-à-dire, j'ai passé un bon moment où même si je peux, si tu me dis, je dis non, pour rien du tout. C'est-à-dire, j'ai vécu... Parce que ça arrive quand même à tout le monde. Dans notre société, on voit que la plupart du temps... Non, moi, j'ai passé une bonne période. Et ça, c'est récemment que j'ai géré ça. Parce que jusqu'à récemment, il y a des gens quand même... Et tous les problèmes que j'ai pu avoir, je donne un exemple. Moi, personnellement, j'ai été impliqué dans plus de 600 projets digitaux. En Guinée? Oui, en Guinée. Plus de 600, en fait. Donc, 600. Et ceux que j'ai mal gérés ou avec lesquels ça ne s'est pas bien passé, ils sont à peu près 6 ou 7 comme ça. Sur les 600. Tu vois. Okay. Mais tous les problèmes de ceux-là, c'est la conséquence de la gentillesse dont je te parle. Tu vois, récemment, je te donne un exemple. Il y a un ami, bon, on est amis sur Facebook et tout, il voulait que je fasse un site. Moi, je ne fais plus des sites à 15 millions, c'est pas possible. Tu vois? Non, c'est pas possible, en fait. Si tu veux un site... Même un blog? Non, je ne touche pas, même. En fait, je peux le faire gratuit. Je fais des sites gratuits parfois pour des gens. Mais je ne peux plus te facturer. Donc, je facture le gars le site à 15 millions et tout. Mais, fondamentalement, je l'ai fait parce que c'était un ami pour moi, quoi. Je sentais qu'on était proches et tout. Et tout, voilà. Sinon, c'est 50 millions minimum pour ce type de site, en fait, que je facture, tu vois. Donc, finalement, ça s'est mal passé. Comment? Ça s'est mal passé parce que, bon, j'ai accumulé quand même un certain retard par rapport aux livraisons et tout. Lui, il n'a pas aimé un peu. Mais après, je me suis fait violent jusqu'à ce que j'ai terminé le site. Je termine le site. Le gars, il me dit qu'il va pas me payer. Tu vois, je dis, ah, ok, tu vas pas me payer. Comment tu vas pas me payer? Et, bon, je vais passer les détails. Mais quand tu reconstitues tout, en tout cas, moi, de mon niveau, la source du problème, c'est parce que j'ai voulu faire une faveur à ce gars. Si je n'avais pas voulu lui faire une faveur, il n'y aurait rien eu. Tu vois, un peu, on aurait gardé nos liens, tout ce qui va avec, mais il n'y aurait rien eu en réalité. Tu vois, je ne vais pas jeter la faute sur lui, en fait. Mais moi, en ce qui me concerne, la véritable source du problème, c'est ma volonté d'aider. Tu vois, donc maintenant, je fais beaucoup attention parce que, voilà quoi, je dis non. J'ai dit non. Ok. Voilà. En même temps aussi, pour les jeunes qui aimeraient embrasser ces domaines, à travers votre expérience, qu'est-ce que vous en pensez comme étant les erreurs que ces jeunes commettent? Bon, déjà quand on commence un truc, il y a un biais cognitif très important, un raccourci dans la pensée, qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, c'est quelque chose comme ça, où quand on commence, on pense qu'on a tout vu, quoi. Donc on est surexcité, on pense qu'on est expert et tout. Avant, bien sûr, d'atteindre la vallée de l'humilité, où tu vas comprendre que, voilà, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose que tout débutant doit éviter. Même nous, hein, quand tu te rends dans une nouvelle chose, il faut faire très attention. Les disciplines, ils ont leur profondeur, ils ont leur abysse. Et tant que tu ne subis pas beaucoup de revers, il ne faut pas t'appeler expert. Parce qu'un expert, c'est quelqu'un qui a connu toutes les erreurs possibles dans un domaine. Tu vois? Donc, tant que ton expertise doit s'évaluer à la lumière des échecs que tu as eu dans ce domaine. Okay. Tu vois? Donc, ça, c'est un autre truc. Le second truc, c'est que, en fait, il faut pas, il y a certains qui veulent, mais pour moi, qui ne travaillent pas assez.
Quand on est jeune, on est dans la vingtaine, on vit pour travailler. Si vous voulez vous en sortir, surtout si on est sorti du système éducatif guinéen, qui n'est pas le meilleur dans le sens de préparer les gens à leur avenir. Donc, il faut se faire violence, travailler 16 heures par jour minimum sur votre auto-formation, sur 16 heures minimum, voire 20 heures si vous êtes chaud, quoi. Mais disons 16 heures. Donc, faire ça pendant une durée très soutenue, des années, quoi, pour qu'enfin, vous puissiez être capable de réponse sur les étapes qui suivent. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, quoi. Et en même temps aussi, on voit des jeunes qui sont tous de même compétents, mais qui doutent de se lancer. Le doute, c'est l'absence d'action. Quand tu n'agis pas, le doute s'installe. Une fois que tu es dans la boucle de l'action, le doute, il ne peut pas durer. Si tu doutes, c'est que tu n'agis pas suffisamment. Et aujourd'hui, maintenant, nous voyons que quand même c'est un domaine qui demande du temps. Quelles sont les habitudes qui vous aident aujourd'hui à réussir? Alors, la première chose à garder en tête, c'est qu'il faut bosser pendant tous ces temps d'éveil, quoi. Donc ça, c'est le premier. Tant que tu es éveillé, il faut bosser. Genre maintenant, tu te fais quelques limites et tout. Et voilà. Maintenant, moi, j'ai un cadre référentiel sur lequel j'essaie de naviguer. Parfois, j'en sors, parfois... Mais à chaque fois, je reviens vers ce cadre-là. C'est que j'essaie de dormir 6 heures minimum par nuit déjà, pour être sûr que je suis en bonne santé mentale, physique et tout ce qui va avec. Après, j'ai des habitudes qui me donnent de l'énergie, en fait. Parce que si vous voulez réaliser des choses, c'est de l'énergie que vous mettez dedans. Cette énergie, il faut savoir la produire. Je fais du sport régulièrement. Et combien de fois? Presque tous les jours. Hein. Ah. Il y a des fois où je lâche, comme tout le monde, mais je reviens vers mon cadre référentiel, quoi. Et en même temps, c'est quoi votre discipline préférée? Moi, je fais du cardio et de la musculation. Je fais pas un sport type compétition. Je fais quelque chose qui me permet d'être mieux dans ma peau et de mettre mon corps et mon esprit dans des dispositions meilleures par rapport... C'est quelque chose que moi, j'avais négligé, mais je vois quand même qu'il y a des répétitions. Non, c'est très important. Je donne juste un des bénéfices du sport, c'est que tu te fais beaucoup de douleur. Et vu que tu te fais beaucoup de douleur, ton corps génère de l'endorphine. Ça, c'est une hormone qui annihile la douleur dans ton corps. Si tôt le matin, tu as assez d'endorphine, tu es plus équipé pour encaisser le stress de la journée. Parce que le stress, c'est le cortisol. Quand ça vient, ça pourra trouver une meilleure résistance, quoi. Ok, après le sport? Le sport, la lecture est très importante aussi. Ah, vous lisez beaucoup? Oui, je lis 30... Bon, je suis un grand lecteur. Hein. Je suis un grand lecteur. Je lis beaucoup. Hein. Ok. Est-ce que mais juste 30 minutes par jour. Vous pourriez recommander 5 livres? Oui, je pourrais recommander 5 livres. Okay. Donc, ouais, je lis beaucoup. Et je suis des documentaires au cas où Mais j'essaie de faire 30 minutes par jour, du mieux que je peux. Parfois, sur les trajets, j'essaie d'écouter des livres aussi. Les 5 livres, quels sont les livres qui vous ont marqué déjà? Les 7 habitudes de ceux qui réussissent. Là. Okay. Ça, c'est pour moi, c'est l'un des meilleurs livres de développement personnel qui puisse exister. Je viens de le recevoir le mois passé. Je le trouve intéressant. Non, ça, c'est une masterclass de livre. Il a libéré son cerveau de Idriss Aberkan. Okay. Et toutes ses confs, d'ailleurs, ce monsieur, il est très, très bon. Ensuite, je lis Cheikh Anta Diop aussi, bien que ça soit un peu plus ésotérique. Mais voilà, pour le côté où tu veux savoir ce que tu es en tant qu'Africain, hyper important. Donc, je recommande Nation des Nègres et Culture et tout. Je lis... Bon, avant, j'aimais bien les 48 rois du pouvoir, mais après... Robert Greene. Oui, quand j'ai assez eu de compréhension sur... comment les choses fonctionnent, je trouve que voilà, c'est pas trop ça. C'est un peu archaïque? Non, c'est pas archaïque. Le mode de pensée qui a produit le livre est un mode de pensée très erratique, quoi. Ça te permet pas de saisir en une fois, si tu veux, la clé pour comprendre le comportement humain. Donc c'est une méthode scientifique occidentale. Okay. Qui a produit le livre 48 lois du pouvoir. Avant, je l'aimais bien, mais après, bon, ça va. Mais il a écrit d'autres livres aussi. Oui, j'ai lu tous ses livres quasiment. Hein.
Donc, mais tous ces livres, c'est la même logique. Et c'est un bon auteur, hein. C'est un bon auteur dans le mode de pensée dans lequel il vit et pour ceux qui adoptent ce mode de pensée-là. Donc, je lis aussi Mbog Bassong, qui est c'est la suite de Cheikh Anta Diop, et Edgar Morin. Donc, je considère, ces auteurs-là, c'est pas juste un livre, quoi. C'est des piles, il faut lire. Et quel est le livre parmi ces 5 qui vous a le plus bercé? Émotionnellement, c'est les 7 habitudes de ceux qui réussissent. Parce qu'en fait, je l'ai lu à un moment où déjà c'est top, mais je sais pas ce que ce livre a, mais quand tu le lis, ta configuration émotionnelle change complètement. Okay. Tu te sens comme si tu avais trouvé quelque chose, quoi, qui te manquait. Okay. C'est comme si tu... En tout cas, ça a un effet très bizarre, le livre. Okay. Et en même temps, nous avions parlé de lecture, des sports. De sport, de compléments alimentaires aussi. Parce que, en fait, l'alimentation qu'on mange ne suffit pas. Souvent oui, il faut avoir des compléments alimentaires. Pour être plus productif. Pour être plus productif et tout. Donc, de base, le magnésium, consommer du magnésium le matin à une certaine quantité. Bon, de la maca, ça aussi, ça peut aider physiquement, mentalement. Du shilajit que moi je consomme aujourd'hui, de la vitamine C aussi. Donc ça c'est bon. Actuellement, au moment où je parle, je roule shilajit, vitamine C. Donc mes feux sont au vert, quoi, toute la journée. Donc Ok. Maintenant, est-ce que M. Momo a été fauché une fois? Moi je suis tout le temps fauché même. Moi je réinvestis. En fait, nos entreprises fonctionnent de façon que ce qu'on génère, on le réinvestit en fait. Tu vois, c'est... moi, je suis tout le temps fauché. Très bizarre, hein, mais voilà. Je ne suis pas très liquide, je suis fauché. Avec ces contrats qui sont émaillés dans un dit Momo est fauché, c'est un peu complexe quand même. C'est pas complexe, c'est que, en fait, j'ai un salaire pas énorme que je me fixe qui me permet de financer les bases de ma vie. Après, il y a des dividendes que les entreprises dans lesquelles je suis impliqué produisent, mais on réinvestit en fait, parce que l'un des pièges ici, c'est que les sources de financement extérieurs ne sont pas tellement ça. Donc ça fait que tu réinjectes tes dividendes et tout. Donc du début jusqu'à maintenant, nous ne faisons que réinjecter nos dividendes. Ce qui nous permet de grossir, d'avoir des produits et des choses, quoi. Tu vois, donc je ne suis pas très liquide. Hein. Pas très liquide. Et c'est quoi la place de l'argent pour vous? L'argent, pour moi, c'est un moyen. Franchement, je ne peux pas me réveiller pour l'argent, quoi. Franchement, ça peut être une qualité, mais c'est un défaut aussi. Parce que ceux qui se réveillent pour l'argent, ils sont capables de beaucoup plus de trucs qui les met en sécurité à court terme. Par exemple, duper quelqu'un quand vous avez l'argent ensemble, tu vois. Moi, par exemple, je ne fais jamais ça. Je ne peux pas faire ça. Tu vois, ceux qui me connaissent savent que tout peut nous brouiller sauf l'argent. Donc moi, c'est pas... L'argent, c'est vraiment pas mon leitmotiv, quoi. Ok. Et parmi ces entreprises, que ce soit Nimba Solutions, SMS, qu'est-ce qui fait le plus votre fierté aujourd'hui? Nimba Hub, dans la mesure où on arrive à avoir un impact très grand sur la vie des jeunes. On arrive à offrir aux jeunes la chance que nous, on n'a pas eu quand on était à leur âge. Une possibilité d'avoir des mentors techniques plus expérimentés, d'avoir des espaces où on peut travailler, on peut se faire coacher et tout, et surtout gratuitement. Tu vois, parce que le modèle économique est fait de sorte à ce qu'on maximise notre impact vis-à-vis des jeunes. Donc, ouais. Ok. Maintenant, peut-être l'avant-dernière question. Dans 5 ans ou 10 ans, où vous voyez-vous? Personnellement, en fait, je peux projeter mes entreprises. Votre vision, en quelque sorte. Ok. Actuellement, sur le court terme, mon principal objectif est de pouvoir positionner la Guinée par rapport à cette course de la technologie qui est en cours, quoi. Je pense que notre pays, notre continent, on doit réagir vite, quoi.
Donc, sur les 5-10 prochaines années, il faut qu'on revienne sur un niveau acceptable. Donc, je pense qu'on aura lancé assez de projets intéressants, des drones, des choses comme ça, des LLM, des modèles comme ChatGPT, sûrement. Et voilà, en ce qui concerne Nimba Hub, ça sera le premier centre de formation tout court, hein, en Guinée. Dans 5 ans, je pense que ça sera vraiment le lieu où tu rentres et tu sors avec des compétences du digital, quoi. Okay. Et la dernière question avant de passer à l'autre étape. Si vous deviez aller à 5 ans ou 10 années en arrière, quels ont été vos plus grands regrets? Et en repartant en arrière, quelles sont les leçons ou les conseils que vous auriez aimé apprendre avant d'être là? Ok, en fait, moi, je n'ai pas de regrets pour plusieurs raisons. Parce que les échecs ou les revers que tu subis, c'est ce qui fait que tu te transformes. Si tu ne subis pas ça, si tu ne fais pas ces erreurs, tu ne peux pas être la personne que tu es au temps de T+1. Donc moi, l'échec, l'erreur, c'est quelque chose que j'accepte. Tu vois? Et c'est quelque chose qui contribue à ce que tu sois mieux. Donc, moi, j'ai pas de regrets. Maintenant, 5 ans en arrière, quels sont les conseils que vous auriez dit avoir? Les conseils, c'est qu'apprendre à dire non déjà. Ça par contre, c'est l'une des choses que j'aurais aimé apprendre le plus tôt que possible, quoi. Tu vas apprendre à dire non. Et voilà. Parce qu'il y a certains gens, franchement, qui méritent pas notre générosité, quoi. Donc ça, j'aurais aimé le plus tôt que possible pouvoir savoir identifier ce type de personnes, faire en sorte que vous ne collaboriez jamais, et voilà, quoi. C'est le seul conseil que vous aimeriez? Oui, ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé apprendre un peu plus tôt. Apprendre à faire. Parce qu'encore une fois, c'est une compétence, hein. Tu vas pouvoir voir la personnalité des gens, voir clair en eux. Et tu vois, je donne un exemple. Il y a des gens très fourbes. Moi, je n'aime pas les fourbes, en fait. Tu vois, je dis ce que je pense. J'aimerais que tu me dises ce que tu penses. Tu vois, penser, action, intention, c'est aligné chez moi. Tu vois, il y a des gens qui sont très fourbes, quoi. Ils donnent des mots de tête, quoi. Moi, je n'aime pas ça. Tu vois, je n'aime pas aussi les avoir comme des gens avec lesquels je marche, quoi. Ok. Est-ce que vous avez un dernier mot avant de passer à l'autre étape? Parce que là, la phase qui reste, c'est 10 questions rapides. Ok, bah, ça va. Je pense que ça va. Ok.